un clarinettiste qui va présenter plus fois pour nous, saxophoniste, clarinettiste, et qui a une trajectoire très intéressante pour nous, qui vient de la province, de Lyon. Il a vécu tout le cheminement des années 70 dans le free jazz, disons dans une musique un peu parallèle. Il était membre du prix Jazz Workshop à Lyon, de l'ARFI, donc l'Association pour la recherche d'un folklore imaginaire, la marmite infernale, l'enveloppement. Après, donc, tu montes à Paris. Non, je sais pas, on va te rencontrer avec des musiciens, tu vas en parler. Je te laisse la parole. Tu connais ta vie mieux que moi. Oui, non, bah, la présentation finale, là, bon, j'habite à Lyon et puis j'ai pas toujours travaillé à Lyon parce que j'ai surtout travaillé ailleurs qu'à Lyon. Parce qu'à Lyon, c'est une ville qui offre pas tellement de possibilités pour les concerts. J'ai travaillé au départ avec des musiciens de la région de Lyon, et puis par la suite, on a des rencontres avec un peu des gens différents, notamment avec Texier, avec qui je suis resté assez longtemps, avec qui je travaille aussi encore, et puis des gens comme Bernard Lubat aussi, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et puis je travaille dans différents orchestres. Donc là j'ai monté un quartet, j'ai monté il y a 4 ans un quartet avec Benoît Chevillon qui est là, François Rollin, et puis un batteur qui s'appelle Christian Lier. C'est un quartet qui est régulier, qui tourne depuis 4 ans. De temps en temps on joue en quintet avec Dominique Pifarelli en plus. Et puis là par exemple j'avais on a joué au Festival de Meurs, qui est un festival en Allemagne l'année passée, et comme bon, ça lui a plu, il m'a demandé cette année de refaire quelque chose. Donc pour cette occasion-là, on a monté ce groupe, donc avec François Rollin et Bruno Chevillon, plus Wolfgang Rassinger, qui est le batteur du Vienna Orchestra, puis des Pat Brothers aussi, et puis Robert Otrombone. C'est une formule qu'on a montée, avec laquelle on va jouer ce soir, on a monté pour le Festival de Nord sur la Comment je joue dans un trio de clarinette aussi, avec, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Donato, qui est un musicien classique et qui fait du jazz aussi, qui était dans le quatuor saxophone avant avec Jago, Chopin. Et puis, bon, voilà, en gros un peu mes activités. Hein. J'ai déjà monté un septet aussi l'année passée, avec lequel on joue de temps en temps, un septet sans batteur. On a une volonté de musique un peu comme musique de chambre, c'est-à-dire il y a violon, il y a Pifarelli, il y a Philippe de Schepper à la guitare, il y a toujours François et Bruno, il y a Godard au tuba, il y a Yves Robert au trombone. Donc ça c'est un septet qui a une couleur très particulière, qui permet de faire un travail qu'on ne fait pas avec un... Bon, il n'y a pas de batterie, quoi, donc ça demande un travail très spécial. Donc voilà un peu le genre d'expérience et puis de groupe régulier dans lesquels je travaille. Et puis autrement, je travaille assez souvent en Allemagne avec des musiciens allemands, anglais. Là, je vais faire une tournée avec des gens comme aussi Enrico Ravat, Tony Oxley, Manfred Schuff, c'est des orchestres comme ça, européens un peu. L'année passée, je travaillais à Berlin avec Cécile Taylor aussi. Bon, ça, c'est en plus des groupes réguliers. Je travaille avec des gens de temps en temps comme ça, des rencontres. Voilà pour planter le décor, quoi. Donc si j'aime autant que vous commenciez à... Je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez savoir, poser des questions. Au niveau musical, au niveau technique, au niveau du travail, enfin, je ne sais pas si vous avez des choses qui vous intéressent de savoir. Ouais, moi je voudrais bien. Comment vous avez abordé l'improvisation au départ? J'ai abordé l'improvisation, moi, d'une façon très radicale. Mais ça, c'est une question de... C'est vraiment lié à une question d'époque.
c'est-à-dire que j'ai appris la clarinette classique, hein, des cours de clarinette classique, et puis j'ai découvert un peu le Nouvelle-Orléans quand j'avais 14-15 ans, comme pas mal de gens, mais ça se résumait à jouer les thèmes. Hein. On jouait les thèmes avec les disques, et puis on apprenait un peu les solos par cœur, mais sans avoir une idée précise de la façon dont fonctionnait l'improvisation. C'était un peu comme ça. Et puis après, ce qui serait bien, c'est de couper les ventilos, parce que putain, on peut couper les ventilos de la sono 30 secondes. La sono, et on entend la sono ici. Ça fait là si je me bouge. Et puis dans les années 70, enfin oui, 70, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qu'on entendait à l'époque, c'est-à-dire ça allait des Pink Floyd au Art Ensemble of Chicago, des choses comme ça. Donc, il y avait peu de séparation dans les... à l'époque, à cette époque-là, on allait voir, tous les lycéens allaient voir aussi bien les concerts de jazz, Archichep, le Art Ensemble, Sun Ra, et les concerts pop en même temps, Pink Floyd, tous les trucs de pop et tout ça, ça se... On allait tout voir. Et puis comme on avait envie de jouer, on a découvert aussi la musique contemporaine à l'époque, Penderecki, Xenakis, c'était un peu des chocs esthétiques. Alors on avait envie de jouer et on a décidé après quelques expériences dans le genre Soft Machine un peu, parce qu'on aimait bien ça. Puis quand t'étais sax à l'époque, t'avais pas bien le choix, hein, c'était le seul groupe pop où il y avait du sax. C'était mal vu ça se faisait pas trop. On avait envie de jouer, donc on a monté des groupes comme ça, où vraiment on faisait de l'improvisation radicale, tu vois, parce que c'était aussi, il y avait un peu intellectuellement, nous on se disait que, on savait même pas qu'on faisait du jazz, hein, nous c'était la musique, ça doit être spontané, tu vois. Donc on prépare rien, on improvise. Et puis pas de tempo, pas de mélodie, pas de machin, parce que c'est réel. Non, mais alors donc on a abordé l'improvisation comme ça, c'est dans cet état d'esprit là. Vraiment, on y va quoi. ouais, mais quand même, t'as dû travailler la technique et tout comme ça. Mais non, mais j'avais travaillé, je te dis, la clarinette classique quoi. J'avais pris Ah ouais. l'instrumental, hein. J'avais une technique. Mais comme tu m'as demandé comment j'ai abordé l'improvisation, c'est comme ça. Ouais, De façon très naïve et puis très spontanée, très radicale. t'as pas vraiment passé par des méthodes. Pas du tout, non, aucune méthode. Même le jazz, on ne savait pas comment ça marchait. On savait qu'il y avait un thème, mais je ne savais même pas qu'il y avait à l'époque, il y avait une flûte harmonique, je ne savais pas ça. Et par la suite, tu as fait des cours. Bon, alors, attends, je finis ça, tu vois, pour expliquer, parce que, avec beaucoup de naïveté mais de sincérité, on s'est lancé là-dedans. Et ça nous a donné un certain culot, une certaine audace, et avec plus de connaissances, on n'aurait pas vu. Donc pendant tout un temps, comme ça, on a un peu joué un peu partout, c'était possible, cette musique-là, quoi. Et puis après, j'ai commencé à travailler avec le workshop de Lyon. Ils m'ont proposé de rentrer dans leur groupe. Eux, c'était l'époque du free jazz, donc ils faisaient un free jazz mais plus structuré, parce qu'ils avaient des thèmes, des compositions. On travaillait un peu la façon d'exploiter une composition, une autre façon pour une autre. Il y avait déjà plus un cadre. Donc j'ai commencé à apprendre, finalement, un peu à structurer la musique en pratiquant la musique avec eux. Hein, donc j'ai commencé. Et par la suite, il y a eu des rencontres avec des musiciens comme par exemple Bernard Lubin, qui lui avait une façon de voir l'improvisation un peu différente, et puis son cadre était différent, c'était plus rythmique, hein, c'était des rythmes aussi plus conventionnels, mais enfin et puis il y avait un cadre harmonique, déjà un cadre mélodique un peu différent. Donc j'ai appris d'autres choses avec lui, j'ai travaillé pendant, je sais pas, 4 ans avec Bernard. Hein. J'ai travaillé le Portal, là c'était un peu la même veine que le workshop de Lyon, mais avec des exigences différentes. Il y avait des exigences
sur l'interprétation très précise. Pour un musicien classique, il insistait beaucoup sur la qualité de l'interprétation d'un thème, hein, le climat qu'on devait exploiter dans une composition. Il travaille ça beaucoup, même si des fois en concert, après c'est beaucoup de choses, mais au moment de la répète, il insiste beaucoup là-dessus. Alors tu apprends à plus avoir plus de sensibilité à l'aspect interprétation. Hein, c'est-à-dire que vraiment peaufiner les nuances, le son, ces choses-là. Et puis après, toujours en rencontrant des gens, j'ai travaillé avec Texier. Texier, c'était un jazz, c'était bon plus un orchestre de jazz, hein, c'était classique, c'est-à-dire qu'il y avait des harmonies, il y avait etc. Donc là, j'ai commencé à plus travailler l'harmonie avec Texier, hein, bien que c'est pas du bebop, hein, on faisait avec Henri, enfin, il y a un cadre harmonique toujours dans ces mélodies. Voilà, donc chaque fois j'ai appris avec les gens que j'ai rencontrés et avec lesquels j'ai travaillé. Hein, j'ai joué avec le Brotherhood of Brest aussi de Chris McGregor. Bon, j'ai appris un peu comment fonctionnait sa musique, ses compositions. Voilà, ça s'est toujours fait, moi, enfin tout le travail que j'ai fait, ça s'est toujours fait comme ça, c'est-à-dire en rencontrant les gens et en travaillant. Et il se trouve que c'est parce que je suis parti d'une époque qui permettait ça, j'ai eu pas mal de chance, puis j'avais un instrument aussi qui m'a beaucoup servi, parce que le fait de jouer de la clarinette basse, donc c'était un instrument qui était, il y a quelques années, assez peu courant, ça attirait pas mal les gens. Comme il n'y avait pas beaucoup qui jouaient de la clarinette basse, je me suis un peu spécialisé là-dedans, ça m'a permis aussi de me démarquer un peu. Et souvent, les gens, quand ils m'ont proposé de travailler, c'était surtout à cause de cet instrument aussi. Hein, donc ça m'a aidé. Et puis, après, par exemple, quand je travaille, je disais, avec un trio de clarinettes, où les deux autres clarinettistes sont des clarinettistes classiques, et on fait un programme à la fois de musique contemporaine et de musique improvisée. Et bon, ces deux clarinettistes-là, moi quand je travaille avec eux, je prends des cours aussi. C'est-à-dire que bon, je les chope un moment, puis surtout avec Jacques Donato, je connais depuis longtemps. Bon, je le vois, puis je dis, bon, ben là, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Puis il me dit, ben non, c'est comme ci, c'est comme ça. Et on me dit, tiens, tu vas travailler ça. Hein, donc, moi, je suis allé voir une fois Steve Lacy aussi, comme ça. Je lui dis, voilà, je vais prendre un cours, quoi. Je voudrais qu'il m'apprenne 2-3 trucs. Bon, on a passé une journée ensemble, et puis il m'a montré comment lui travaillait. Et puis il m'a demandé de faire pareil, puis moi après, toi tu prends ce qui te va bien, tu laisses ce qui ne te convient pas. Enfin voilà comment j'ai travaillé. En gros, je continue à travailler d'ailleurs comme ça. Mais au départ, c'est pas trop, ça doit pas être évident de toucher un peu à tous les styles comme ça, d'arriver... Non mais ça a toujours été une progression en douceur, c'est-à-dire que j'ai commencé avec le workshop, ça a duré plusieurs années, parce que bon, j'ai commencé à jouer, c'était en 71-72, donc c'est une progression quand même sur 15 ans, hein. Donc c'était pas tous les mois un truc différent, bon, on commence avec le workshop, après on avait monté la Marmite Infernale, c'est un big band qui existe toujours, hein. Bon, bah, on a appris, nous on n'avait jamais joué en big band, on s'est fait un big band, puis on a appris les problèmes du big band en le faisant. Hein, c'est-à-dire qu'avec l'ARFI aussi, l'association à Lyon, tout ce qu'on a appris, on l'a appris en le faisant, en créant des choses. Quoi. On crée des trucs, puis après on se cogne le problème. Alors, ça n'a pas que des avantages, hein, ça n'a pas que des avantages, il y a aussi tous les inconvénients de ça, c'est-à-dire une perte de temps des fois, parce que bon, mais c'est notre démarche, c'est notre sensibilité, moi, ça a toujours été ma façon de fonctionner, et puis finalement elle me convient assez bien. Et je crois que l'important c'est de trouver une façon de fonctionner qui corresponde à ce qu'on est. Hein, ça c'est essentiel parce que y a des gens qui ont un esprit très universitaire pour qui étudier des bouquins et tout ça, ça convient bien parce qu'ils savent travailler avec ça. C'est un outil qu'ils savent utiliser. Il y a d'autres gens pour qui c'est un outil qui est plutôt rébarbatif et qui les bloque. Donc il faut chaque fois essayer de trouver son outil pour personnel. Donc je crois qu'il faut avoir tous les éventails possibles. Les éventails possibles. C'est une question aussi de contexte, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'endroit pour jouer, si tu n'as pas de lieu pour jouer, tu as beau te dire, moi ma méthode elle est comme ça, sur le tas, si tu ne joues pas,
pas rien faire, donc il faut aussi avoir la chance d'avoir des endroits pour jouer. Moi, à l'époque, à Lyon, il y avait le Hot Club de Lyon, qui était un club amateur où on jouait. Donc c'est là qu'on a démarré, parce qu'on avait un endroit pour jouer. On n'aurait pas eu cet endroit-là, peut-être que moi, j'aurais pas rencontré de musiciens, j'aurais fait autre chose. Enfin, Il y a beaucoup la chance qui joue. ouais, c'est vrai, la chance forcée, quoi. Tu la forces un peu, hein. Ouais. Faut pas non plus. C'est pas qu'une question de chance, mais c'est une question surtout dans un certain contexte, de savoir un peu profiter du contexte. C'est-à-dire s'adapter, profiter, puis tirer parti du contexte. Pas en profiter, mais en tirer parti. Je voulais savoir comment tu gères ton temps maintenant, entre les tournées. Est-ce que tu te réserves des mois de travail maintenant? Ouais, j'aimerais pouvoir le gérer mieux. Là, je le gère un peu en catastrophe, parce que depuis plusieurs années, puis ça va en s'empirant, on a un boulot pas possible. Alors, dans ce métier-là, il y a rarement du juste milieu. Soit, c'est-à-dire, tu as de plus en plus de travail, soit tu en as de moins en moins. C'est presque impossible de se dire, bon, j'ai ça, et puis ça ira pour cette fois-ci. C'est presque impossible. Parce que quand les choses arrivent, d'abord, tu ne peux pas les refuser parce que tu as besoin de gagner ta vie. C'est des choses intéressantes la plupart du temps, ça te fait chier de ne pas les faire. Et puis, il faut en profiter quand c'est là. Parce qu'après, il y a toujours un moment dans n'importe quel musicien, quelle que soit sa notoriété ou son métier, il y a toujours une période dans sa carrière où d'un seul coup, il n'y a plus rien, c'est le désert. Pendant 1 an, des fois 2, il y a toujours une période de purgatoire. Et donc il faut, tu ne peux pas trop faire la fine gueule en disant j'ai trop de boulot, je suis fatigué, j'y vais pas. Ça c'est, il faut faire attention à ça, quoi. En même temps, c'est vrai que des fois tu es débordé et que tu fais des mauvais concerts si tu en fais trop, tu n'as plus le temps de préparer. Donc ça c'est dangereux, hein. C'est toujours un équilibre. Donc il faut être assez attentif à ça. Alors si tu veux ce qu'on arrive, ce qui est intéressant de ton équilibre dans le travail, c'est de faire à la fois des gros festivals en France, à l'étranger, des petits clubs, de ne pas se couper parce que tu as des concerts bien payés, des grosses salles, de ne pas se couper des clubs. Parce que c'est d'abord tu fais de musique que tu ne fais pas ailleurs, ça te permet de travailler différemment, puis c'est une assise sur laquelle tu peux compter et qui est importante pour cette musique-là. Hein. Donc un bon équilibre entre ça et puis les salles moyennes, genre Maison de la Culture ou bien centre culturel, qui te présentent des conditions, des bonnes conditions pour jouer, pas des trop gros trucs, mais tu as la soirée à toi, c'est un festival qui fait qu'une partie. Donc à force de faire qu'une partie, c'est pas bon non plus. Il faut avoir une salle, une soirée à toi, tu fasses 2 parties avec un bon piano, une bonne sono, une salle de 500 à 800 places. Bon, ça c'est bien. Voilà, ça c'est un équilibre qu'il faut essayer de... Enfin, c'est bien quand on peut l'avoir, parce que je crois que pour la musique c'est bien. Et puis on a régulièrement des créations, c'est-à-dire des occasions de faire des choses particulières. Donc là c'est des occasions de composer. Alors, soit on compose pour le théâtre, pour la télé, soit pour la danse, soit on nous demande un projet, comme la semaine dernière, j'avais un projet spécial clarinette au Mans, donc j'ai fait le quartet plus des clarinettistes. Et on a fait 5 clarinettistes, on a fait un projet spécial, ça demande une certaine écriture. Donc là il faut prendre un peu de temps pour préparer, pour écrire. J'ai fait un truc avec le clarinettiste breton la semaine dernière aussi, c'était encore autre chose. Donc j'essaye de prendre chaque fois du temps, tous les ans, 2-3 fois dans l'année, avoir une période où je me consacre à l'écriture ou à essayer de composer des thèmes pour alimenter la musique. Quoi. Puis c'est bien de travailler dans des projets spéciaux parce que tu rencontres des gens différents. Mais en essayant chaque fois que ce soit un facteur d'évolution. Hein. Alors il y a des fois, tu n'as pas assez de temps, tu fais ça un peu trop rapidement et donc tu n'es pas vraiment satisfait. On essaye de... pareil pour l'enregistrement d'un disque, de prendre le temps, de planifier ça. Alors on essaye, on n'y arrive pas tout le temps. Parce que là on a trop de boulot, alors on refuse un peu des trucs hein, pour prendre le temps un peu de préparer, mais moi j'aimerais avoir plus de temps pour travailler les instruments.
bon, parce que quand tu es en tournée, tu ne peux pas travailler les instruments. Tu travailles 1 heure à l'hôtel, mais tu ne fais pas un travail de fond. Et ça, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il faut au moins tous les ans avoir une période, une bonne période, tu essayes de passer un palier. Parce que tu ne peux pas rester au temps même. Soit tu joues moins bien, soit tu perds, soit tu gagnes. Mais pareil, tu ne peux pas garder ce que tu as. Donc il faut toujours avoir une période dans l'année où tu essayes de passer un cap. Alors moi ça, j'essaye de l'avoir. Et puis pour l'écriture, pareil, tu as 1 ou 2 périodes dans l'année où tu essayes de pousser un peu plus loin. Mais c'est sûr que, moi, si tu veux, dans les années qui viennent, ce que j'aimerais, c'est faire un peu moins de concerts et puis plus de temps pour ce travail-là, quoi. De toute façon, aller un peu plus loin. Est-ce que tu es attiré par l'enseignement? Est-ce que tu as réfléchi sur des Oui, méthodes? à une époque, j'ai fait beaucoup de stages. Enfin, régulièrement, je disais que, je sais pas, 3 stages par an, quoi, de stages il y a 5-6 ans. Et puis j'ai arrêté complètement parce que, pour une question de temps. Et puis d'autre part, parce que tu peux apprendre quand toi, tu as déjà... il faut y croire vraiment, quoi, il faut être convaincu de ce que tu apprends aux autres. Il y a toujours une période où toi, tu as plus besoin toi d'apprendre, de te refaire un enseignement, de te refaire tu changes un peu, tu évolues. Donc ça, tu ne peux pas l'apprendre aux gens, parce que tu es toi-même en train de l'apprendre. Donc en ce moment, je ne fais plus du tout de stage, j'ai complètement arrêté. En plus, moi, ça me vidait complètement au niveau énergie, au niveau... je finissais, j'étais mort. Et puis, au bout d'un moment, tu es épuisé, puis toi, ça t'amène à rien. Enfin, au début, tu en retires des choses, puis au bout d'un moment, tu n'en retires plus rien. Donc ça, c'est mauvais. Donc j'ai arrêté, et puis je pense que d'ici quelques temps, là, avec tout le travail qu'on a fait depuis 4-5 ans avec le quartet, avec toutes les expériences qu'on a eues, moi l'évolution que j'ai eue, je pourrais mieux définir un nouveau cadre et mieux savoir ce que je peux enseigner. Hein, parce qu'il y a des moments où les gens ont une certaine demande, et toi par rapport à cette demande-là, tu ne sais pas quoi répondre. Parce que tu ne seras plus assez à ce que tu disais avant, tu te mets à douter sur là-dessus et tu n'as pas quelque chose d'assez fort à proposer. Alors c'est dangereux, il faut se méfier parce que je ne veux pas affirmer des choses qui ne sont pas vraiment... C'est-à-dire que moi, quand j'enseigne, la caution de ce qui cautionne ce que je dis, ce que j'essaie d'apprendre, c'est mon vécu direct. Hein, me dire, bon, moi je vous dis, voilà moi ce que je fais, et voilà les résultats que ça a donné. Ça n'a pas trop mal marché, puisqu'on a du boulot, on travaille, on joue, on fait ça. Bon, maintenant, voilà comment je m'y suis pris, je vous enseigne ça. Hein, donc, toutes ces années-là, je n'avais pas envie de faire ça, parce que moi j'étais trop dedans. Maintenant, d'ici quelques temps, je pense que peut-être je recommencerai à faire quelques trucs comme ça, parce que je pense que c'est important. La pédagogie, c'est important. Mais c'est très difficile. Très difficile. Et quant à apprendre, enseigner un instrument lui-même, ça c'est encore autre chose. Je pense que c'est encore plus difficile et ça demande encore plus de spécialisation. Hein, moi je vois, Jacques Donato, il est prof au supérieur à Lyon de clarinette, je vois comment il enseigne, et plus je vois comment il enseigne, plus je me dis que c'est vraiment, je ne me lancerai jamais là-dedans. Parce que c'est très 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 difficile. Il faut vraiment poser la question à fond. Mais est-ce que vous jouez en concert en général ou comment ça se passe? Est-ce que vous êtes tous dans l'école de jazz, quoi? Mais quand il n'y a pas d'endroit pour jouer, il faut les créer, les endroits pour jouer. Tu vois, à Lyon, il n'y a pas d'endroit pour jouer. Et ben, pendant des années, on a partagé avec un théâtre un lieu. Tous les mardis, on faisait des concerts. Alors on faisait les entrées, on ouvrait les bières en tract, on faisait le concert, on faisait les provos, on balayait après. Bon, ça va un temps, mais c'est bien qu'on les fait, parce que moi, toutes les semaines, on faisait un concert, quoi. Et puis là, on a ouvert un club à Lyon, qui est bien, qui est sympa. Bon, on y perd un max de fric, on était obligé de fermer là, parce qu'on ne pouvait plus, mais hier soir, on y a rejoué. Bon, même,
on y a joué gratuit hier soir parce que c'est notre club, et on a besoin de sous pour sous dans les caisses. Hein. Bon. Et je crois que ça, il faut le faire. Tout à l'heure, tu parlais des clubs et tu disais que tu n'avais pas l'occasion de jouer ailleurs, des trucs que tu jouais dans les clubs. C'est-à-dire que tu modifies ton répertoire en fonction Non, de c'est surtout le rapport à la musique et aux gens qui est différent dans les clubs. Tu as un contact qui est très différent. Il y a des choses qui passent dans une grande salle qui ne passent pas en club. En revanche, en général, en club, il y a toute une complicité de l'orchestre qui se fait assez forte. Il y a une dynamique de la musique, si tu veux, qui est différente. Il y a vraiment des choses qui se passent en club qui ne se passent pas ailleurs. Surtout quand tu fais plusieurs soirs de suite dans un club. Parce que bon, plusieurs soirs, il y a un truc qui... Tu vois, tu as pris possession du lieu. Donc il y a des... Tu arrives à créer des choses nouvelles. Quoi. Et ça, c'est... tu ne le décides pas. Hein. Tu ne dis pas, tiens, on va faire du club, donc on va... Mais ça se vérifie. Quoi. C'est vrai que... Surtout quand tu peux faire plusieurs soirs de suite. Tu es près des gens, donc c'est vrai que la musique passe autrement. C'est un autre... c'est une autre communication. Bon, si tu fais que ça, au bout d'un moment, c'est un peu aliénant. Mais si tu fais que des grandes salles, il te manque quelque chose. Surtout pour cette musique-là. C'est pas pour maintenir la tradition du jazz qui est née dans les clubs et puis la fumée à 4h du matin et le machin. Hein. C'est pas du tout ça. Le club, de ce côté-là, ça m'intéresse pas du tout. Mais quand je dis club, ça peut être un petit endroit n'importe où. C'est même pas un club forcément, c'est un petit endroit où les gens viennent un peu différemment. Et c'est ça qui est important. Parce qu'il faut sortir des caves aussi, c'est vrai. Hein, faut sortir. Je veux dire, on peut pas parce qu'on fait du jazz qu'il faut se foutre une espèce de calque 50s sur la tronche, quoi. Ça, c'est plus ça, surtout en France. Quand vous montez des morceaux comme ça, en fait, Ouais. comment ça fonctionne? Quand vous montez le morceau, ils arrivent, ils ont une partie. Ouais, alors là, il y a plein de chemins différents. Voilà ce qui se peut se passer d'une façon la plus courante dans la façon qu'on a de travailler. Mais je crois qu'on retrouve ça un peu partout, quel que soit le style de musique. Par exemple, je compose une mélodie, ou je compose un thème. Bon, on regarde avec François souvent, et puis avec François on l'arrange ensemble. On essaye de le peaufiner un peu, soit de lui mettre une harmonie, soit de lui trouver une seconde voix, soit de lui trouver un rythme, soit bon. Voilà. Après on arrive avec l'orchestre, on essaye de trouver sur ce thème la façon dont on va pouvoir mettre une rythmique dessus. Ça prend pas mal de temps parce qu'on cherche beaucoup à sortir des rythmiques conventionnelles. Parce que nous, notre plaisir, c'est justement de trouver des formules rythmiques qui soient chaque fois un peu particulières, parce qu'on ne s'ennuie pas quand on fait ça. Donc c'est une recherche du plaisir, hein, c'est surtout ça le travail. Alors on cherche ça, bon, alors on arrange plus ou moins le thème, on joue, il sonne à peu près, on a trouvé la basse, on a trouvé la batterie, les accords ou le son. Trouver quel son, si on va prendre le sax, la clarinette basse, si on va prendre le DX, quel son, ou le sampler, ou le piano. On cherche un peu les couleurs qui correspondent bien au thème pour lui trouver sa qualité d'interprétation. Puis après on se dit comment on peut l'exploiter en improvisation. Alors ça c'est le plus long, parce que des fois tu prends une voix, tu l'essayes en public, tu te ramasses, pas bon. Tu dis ouais ça va pas, tu ne peux pas exploiter comme ça. Alors on cherche une autre façon de l'exploiter. Des fois qui contraire au thème, des fois qui... ça c'est très long, c'est le plus intéressant, c'est vraiment l'essence de cette musique-là. Comment exploiter un matériau. Le matériau en lui-même, il a beau être génial, si tu ne l'exploites pas bien, on n'en a rien à foutre. Donc c'est ça, l'essence du travail, c'est ça. Comment exploiter ce morceau-là. Alors c'est dur de faire ça en répète. Alors en répète, on cherche, mais tant que tu ne l'as pas fait en public, le truc n'existe pas et tu ne sais pas ce qu'il peut donner. C'est impossible. Donc, on joue en public. Puis alors, on voit un peu comment... C'est pas par rapport à la réaction du public, c'est pas parce que le public a aimé qu'on va se dire « ouais, ça y est, on a trouvé ». Mais
c'est en jouant en public qu'on se met dans l'état d'esprit de communication, quoi. Donc que le truc, il peut prendre un sens. Pour moi, il n'a pas de sens. Alors, il prend son sens. Alors, des fois, il prend son sens rapidement. Des fois, on met très longtemps. Il y a des morceaux qu'on met très longtemps à trouver la forme. Des fois, ça dure 1 an, 2 ans. Puis on revient dessus. On se dit, putain, ça marche pas, mais on a envie d'y arriver. Des fois, on laisse tomber. On dit, celui-là, pas la peine. Mais des fois, on sent qu'il y a quelque chose. Et puis, on arrive. Il y en a, on arrive très vite, hein, mais il y en a, ça met beaucoup de temps. Et puis, après, on s'amuse beaucoup, une fois qu'on a un morceau, à lui rajouter un truc. Enfin, on fait comme les jeux de construction, quoi. On a plein de thèmes, des riffs, des machins qui arrivent, que tout le monde propose. C'est collectif, hein, la composition. On amène des trucs, alors on dit tiens, on va s'arrêter, on va amener ça, puis on va repartir là. On se fait des chemins comme ça, hein. C'est des Legos. Hein. Et puis, bon, bah, des fois, la forme devient bien, on l'arrête. Des fois, on en met un peu trop, parce que putain, on revient au départ. Il y a des morceaux, par exemple, qui, au fur et à mesure qu'on les joue, ils s'enrichissent. On trouve des trucs. Puis il y a des morceaux qui sont bien au départ, puis à force de les jouer, ils s'appauvrissent. Alors, on est de l'autre côté. Mais tout ça, ça se passe que si on les joue au public. C'est pour ça que quand on fait un disque, moi je fais toujours un disque après avoir joué en public les choses. Parce qu'au départ, tu fais d'abord un disque pour préparer une tournée, par exemple. Tu fais d'abord le disque et après tu vas faire tourner l'orchestre. Moi, c'est pas mon fonctionnement. Tu fais d'abord le disque, ça reste très formel. Puis pour nous, la musique, elle n'a pas de vécu et on lui a encore pas trouvé son sens. Et bon, on se ramasse. Les quelques morceaux qu'on a enregistrés sans jamais les avoir joués en public ne sont pas bien. Il leur manque un truc, on n'avait pas encore trouvé leur sens. Nous, tout le sens de ce qu'on fait, c'est vraiment dans la relation au public. Et sans, je vous dis, c'est pas une question de savoir s'il plaît ou il ne plaît pas. C'est vraiment savoir si on se sent bien en jouant ou pas. Mais comme ça, on répète entre nous, on définit un peu les choses, mais bon, c'est tout, quoi. Des fois, on part de... Il y a une époque on travaillait beaucoup plus sur des idées aussi. On disait, tiens, on va travailler sur telle idée, sur telle autre. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on a un travail plus traditionnel. C'est-à-dire qu'on vient toujours avec quand même un thème, quoi, un thème écrit, mais pas forcément structuré à A, B, A. Hein. Il y en a qui sont faits comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis dès qu'on a une structure A, B, A, on fait un truc au milieu, un X au milieu, ça fout la merde. On fait beaucoup de X dans tous les morceaux. On appelle ça des coccinelles, des comme ça. À l'heure actuelle, avec l'expérience que tu as, est-ce que tu cherches à affiner plus tu essaies d'aller plus loin dans l'harmonie, dans le rythme, ou dans d'autres influences? Qu'est-ce qui t'intéresse? Je ne détaille pas forcément. J'essaie d'aller plus loin. Bon, d'une part sur l'instrument, ça c'est sûr. C'est-à-dire que pour moi, quand même, quand on est jazzman, on est compositeur, instrumentiste, interprète, on est tout à la fois. Et c'est vrai que l'instrument reste déterminant, prépondérant même. C'est-à-dire qu'il s'agit de se sentir bien avec son instrument, de bien jouer, d'être content de ce qu'on fait dessus. Ça, je crois que c'est le principal, d'abord. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne me considère pas comme un compositeur, je suis un instrumentiste. Ça, je joue de la clarinette basse, je suis clarinettiste. C'est ça. Donc, c'est peut-être ça, d'abord, le plus important. Et après, la chose la plus importante, c'est l'orchestre lui-même. Hein, quand tu décides de... Parce que nous, l'avantage d'être en province, la façon dont on fonctionne par rapport aux musiciens parisiens, aux musiciens de jazz traditionnels, c'est qu'on insiste peut-être beaucoup plus sur le groupe. C'est-à-dire qu'on a un groupe, il dure longtemps, hein, il dure plusieurs années, et puis on travaille beaucoup là-dessus, et puis on reste plus ensemble, parce qu'il y a moins de musiciens, il y a moins d'occasions de jouer à droite, à gauche, et puis c'est plus notre façon de fonctionner. Donc on insiste sur le groupe, sur son histoire, sur son évolution, l'évolution du groupe. Aller plus loin, et puis, autrement, ce que je recherche, moi, par exemple, quand j'ai monté cette tête, là, cette idée de cette tête, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, parce que c'était...
À partir du moment où tu joues sans batteur et sans section, il n'y a pas de section, tu as violon, tuba, clarinette, trombone, guitare, il n'y a pas de section. Donc, tu ne peux pas te baser sur des références classiques d'orchestre. Tu ne peux pas dire je vais faire sonner telle section par rapport à telle autre. Non, c'est 7 solistes. Et pour s'en sortir, il faut qu'il y ait une écriture, mais surtout il faut que les gens soient très très ensemble. Il y a une espèce de... Et ça, c'est une expérience très très enrichissante, parce qu'on s'aperçoit que quand les concerts marchent bien, si on arrive à bien jouer, chaque musicien joue autre chose que ce qu'il joue ailleurs dans les autres orchestres. On ne peut pas s'en sortir avec ces trucs conventionnels. Et on est obligé de s'appuyer les uns sur les autres et de faire un espèce d'orchestre intime qui n'a pas la patate, parce qu'il n'y a pas de batteur, on ne peut pas foutre le carton. Donc si on veut être fort, il faut que ça soit autrement. Parce que des fois on est un peu condamné à faire ouais, les mecs, hein, tu vois, les gens ils veulent ça, vas-y. Mais ça c'est dangereux finalement, parce que bon, ça devient, c'est plus question de musique, quoi. Alors là c'était une volonté de faire un peu l'inverse, prendre le contre-pied de ça. Alors c'est pas évident, hein, parce que si les conditions sont pas bonnes, tu te ramasses, les mecs hein, c'est un peu ça, c'est plus austère. Mais ça, si on arrive à approfondir ce travail-là, c'est un truc auquel je tiens beaucoup. Et puis les rencontres avec des musiciens différents. L'année passée, j'ai fait une création avec des musiciens corses, cette année avec des musiciens bretons. En général, des musiciens qui me demandent de venir, c'est des gens très intéressants parce qu'ils ont un acquis folklorique, mais ils ont le désir d'aller ailleurs. Et c'est des bons musiciens, c'est des gens qui ont une exigence assez poussée. Et donc, toi, tu es en face de critères différents des tiens. Et ça c'est vachement intéressant. Pour aller plus loin, il y a toujours aller plus loin dans la maîtrise du rythme, dans la maîtrise dans les mélodies. Bon, l'harmonie en soi, pour moi, ça n'a pas de sens. Hein. Pour moi, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui peuvent faire plaisir avec de l'harmonie pour l'harmonie. Pour moi, non. C'est-à-dire qu'elle m'intéresse si elle renforce le caractère d'une idée musicale que je peux avoir. Alors j'écris une composition, un thème, une mélodie. C'est vrai qu'une belle harmonie, tu te dis, elle renforce le thème, elle le pousse plus loin. Ok. Si c'est une belle harmonie, mais qui pousse plus. Non. L'harmonie, pour moi, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas là-dedans que je m'exprime. Hein, des fois, elle est nécessaire, mais des fois, je suis pas fou de ça. Je suis pas fou de l'harmonie, moi. Même des... j'aime pas trop le big band, quoi, classique. J'aime bien les orchestres de 12 musiciens, tout ça. Les grands big bands, bon, à part Duke Ellington, ça c'est autre chose. Là, j'ai rarement été sur le cul par un travail harmonique, quoi. Ou alors, il y a tellement des trucs dans la musique classique qui sont sophistiqués, qui vont très loin là-dedans. Qu'est-ce que je vais amener de plus, moi, par rapport à ça? Puis il y a une telle somme de connaissances à avoir pour vraiment... Alors bon, je fais ça d'une façon un peu autodidacte, empirique, et hein, c'est pas spécialiste de ça, mais puis en plus, j'aime bien les unissons. Alors, bon. Je fais sonner tout un big band à l'unisson, ça m'éclate complètement. Quand on fait de la création comme ça, qu'est-ce qui fait que le résultat final ou la musique qu'on fait est jazz ou pas? Ah oui, bah ça c'est les gens qui te le disent. Ce qui fait que ce soit jazz ou pas, en fait, moi c'est pas trop mon problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ce que je fais c'est du jazz, et puis il y en a pour qui c'est pas du jazz. En général, les gens qui viennent te voir en disant ce que vous faites c'est pas du jazz, c'est en fait pour te dire ce que vous faites j'aime pas du tout. En général, hein. J'ai rarement vu un mec venir me voir en disant c'est super, parce que ça me plaît énormément, mais c'est pas du jazz. Qui vient dire mais c'est pas du jazz, ça veut dire c'est vraiment j'ai horreur de ça. Parce que le type qui aime bien, au bout d'un moment il se pose pas la question, c'est du jazz ou pas. C'est vrai. Hein, et quand on joue devant des publics qui ne sont pas des publics de jazz, qui
sont des gens qui viennent à une soirée comme ça, je sais pas, quand tu joues à Priva au mois de novembre, tu vois un soir comme ça, il pleut, et puis tu as 300 personnes dans la salle. Mais les mecs, ils s'en foutent, ils savent même pas qui t'es, tu vois. Donc ils viennent là parce qu'il y a un concert, je trouve ça admirable, hein. Moi c'est toujours émouvant de voir des gens, ils savent même pas qui t'es, il y a un concert, ils viennent. Non, ils vont pas se poser la question de savoir si c'est du jazz ou pas. Ils ont passé une bonne soirée ou pas. Hein. Alors c'est vrai que même moi je ressens des fois je dis tiens là c'est du jazz ça, ce que j'ai fait là. Je le sens comme ça. Puis des fois beaucoup moins. Moi-même je me dis c'est vrai effectivement ça, c'est pas du jazz. Mais alors ça c'est l'histoire de chacun qui décide de ça. Hein. Parce que chacun lui met des critères personnels sur ce qu'il appelle le jazz. Hein, s'il y en a qui c'est par rapport à l'histoire, donc ça s'arrête à une certaine période. Parce que est-ce que Miles Davis c'est du jazz aujourd'hui? Est-ce que Weather Report c'est du jazz? C'est pas évident à répondre à ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que les mecs me disent à moi, ils me disent en disant toi ce que tu fais c'est pas du jazz. Est-ce qu'ils iraient dire ça à Miles Davis par exemple? Est-ce qu'ils iraient lui dire c'est pas du jazz aujourd'hui? Non, non, ça dépend de... Il y a des gens aussi qui ont une histoire dans le jazz, donc quoi qu'ils fassent, ça sera toujours du jazz. Il y a d'autres gens qui ont moins d'histoire dans le jazz, donc on les remet en question par rapport à ça. Mais... Par exemple, ce que j'ai fait avec les clarinettistes bretons, autrefois, c'est... Pour moi, c'est du jazz. C'est plus du jazz que ce que je fais avec les quartets, des fois, pour moi. Ça, c'est parce que... mais si le jazz, c'est un critère de tempo, un certain type de tempo, hein, si tu te dis, moi, le jazz, il faut Shabada derrière, et que tu ne retrouves pas ça, tu peux dire que pour moi, c'est pas du jazz. Hein, et ça, je ne condamne pas les gens, mais les gens pour qui le jazz, c'est ça, ils viennent voir ce que je fais, pour eux, c'est pas du jazz, c'est normal. Pas de problème, mais ça s'arrête là. Hein. C'est une question d'engagement physique, c'est une question de façon dont tu véhicules ta musique. Donc, toi, nous, on a quand même un basse, batterie, piano, il y a de l'improvisation, on se trimballe les caisses, c'est du jazz. Ça ressemble plus à un orchestre de jazz quand même que, tu vois, un orchestre de... Plus, c'est pas un orchestre de bal. En gros, c'est quand même... C'est ça que moi qui me dit. Puis les gens qui me font venir, c'est des gens qui programment du jazz. J'y peux rien, hein. Je joue dans un festival de jazz, dans un club de jazz. Donc... Comment s'est passée ta rencontre avec Tim Taylor? Ah oui, ma rencontre, on était 20. C'est un mec, j'étais étonné, parce que c'est un... Bon, c'était des sessions comme ça qui se passent à Berlin, c'est le FNP qui organise ça. Alors tous les ans, ils font des sessions, des rencontres, des machins, c'est assez marrant. Des fois, c'est complètement raté, des fois, c'est super. Parce qu'ils écrivent sur un tableau, juste avant le concert, qui va jouer avec qui. Alors t'arrives, tu dis, ah tiens, je joue avec lui, bon, tu vas. C'est bien, c'est important qu'il y ait des choses encore comme ça. Ça ne se fait plus en France, c'est terminé. Là, ils avaient pris Cécile Taylor et puis ils avaient convoqué une vingtaine de 18 musiciens européens, des Allemands, il y avait Enrico Rava, il y avait des Polonais, il y avait des gens comme ça. Moi, comme ils me connaissent, que je connais tous ces gens-là, ils m'avaient appelé, je suis la caution France, là-bas. Et puis... il y avait des concerts avec Cécile Taylor en petite formation, et puis on répétait dans la journée pour un concert en big band qui avait lieu à la fin. Alors, c'est vraiment le type, c'est l'esprit libertaire, quoi. Il arrive, il dicte des notes un peu aux sections. Alors chacun marque les notes. Et puis, à un moment, il s'arrête, donc c'est fini. Et après, il reprend les notes, s'il s'en souvient. Des fois, il s'en souvient même pas. Et puis, il donne un rythme. Alors chacun écrit son rythme. Alors il dit tiens les trombones vous allez jouer ça comme ça. Bon, on essaie de choper. Les sections s'arrangent entre elles, quoi. C'est l'autogestion complète. Alors ils s'arrangent, les sections s'arrangent, bon tiens ça on va jouer comme ça, ils mettent un peu les notes.
Il dit ok, bon, alors il fait plusieurs dictées musicales comme ça un peu, donc chaque section s'arrange, puis il dit bon ben vous allez jouer le numéro 1, pendant que les autres vont jouer le numéro 2. D'accord, après il y a le numéro 3, après on va faire... Alors ça fait, au bout d'un moment, puis ça fait une espèce d'ensemble de matériaux comme ça. Et il dit ça c'est la pièce numéro 1, on arrête. Et pièce numéro 2, on repart. Voilà, au bout d'un moment, il a 4-5 compositions comme ça. Et puis le soir du concert, bah, chacun s'arrange, quoi. Alors, dans la section de sax, on se dit, bon, on joue pièce numéro 1. Alors, on va commencer par ce truc-là, ok. Enfin, les trombones, ils s'arrangent entre eux, les basses. Hein. Et puis, chacun se répond, puis lui se met au piano. Puis, de toute façon, il s'arrête jamais de jouer. Mais il écoute, hein. On a l'impression qu'il n'écoute pas, mais en fait, il écoute vachement. Mais son truc, lui, c'est, bon, le concert est parti, moi je joue, démerde-vous. Mais c'est pas, je veux dire que c'est pas du schmanfutisme. C'est lui, il est comme ça. Il est comme ça, c'est sa façon de vivre la musique, c'est ça. C'est pas de la fumisterie. C'est-à-dire que lui, il est comme ça, sa musique c'est ça. Donc soit tu acceptes, soit tu joues le jeu, soit tu joues pas le jeu. Le gros problème, c'est de jouer le jeu et savoir comment jouer le jeu. Ce qui fait qu'en fait, toutes les répétitions, c'est un prétexte, c'est dictée musicale, c'est petites compos. En fait, c'est juste un prétexte à ce que les gens se mettent ensemble, prennent l'habitude d'être, que le groupe se prenne en charge. Alors, au bout d'une semaine de travail, comme ça, le groupe se prend en charge. Et le résultat, ben, il peut être catastrophique. Et quand c'est catastrophique, c'est longtemps catastrophique. C'est tout le concert. Et puis, ça peut être très bien. Ça peut être très bien. Alors, par exemple, le premier soir, effectivement, ce qui se passerait pas dans un autre band, dans ce cas-là, c'est que tous les gens sont un peu concernés par l'histoire, parce que chacun est un peu responsable de ce qui se passe. Alors, premier soir, tout le monde y va à fond la caisse, surtout que les mecs, toi, il y avait Brodsman, Evan Parker, il y a Benning à la batterie. Bon, il n'avait pas pris des coups, là. Alors, c'était un enfer, quoi. Bon. Le lendemain, les mecs se disent d'eux-mêmes, putain, hier, on est allé un peu fort, quand même. On va essayer de faire différent aujourd'hui. Alors, bon, le concert commence, les gens faisaient un peu plus attention aux autres, à écouter, c'était mieux. Voilà. Alors, après, ils ont fait un disque avec ça, bon, le disque, je sais pas, un peu. Je ferai pas ça toute l'année, mais que ce soit un mec comme ça, je veux dire que c'est le mec aussi qui cautionne ça. Toi, tu t'amènes, tu fais pareil, des types se cassent au bout de 10 minutes, quoi. Mais lui, il arrive à rendre ça crédible. Il porte le truc, il assume ça. Le problème dans ce genre de concept, c'est de l'assumer. Et de l'assumer, c'est pas si facile que ça. Pour moi, c'est comme en musique contemporaine, on se dit ah ouais, taper sur une chaise, moi aussi je peux le faire. C'est pas vrai. Parce qu'un mec comme Cage, il le fait, il l'assume. Et toi, tu le fais, tu l'assumeras pas comme lui parce que tu n'as pas son vécu, tu n'as pas sa démarche et tout ça. Donc, c'est des gens qui assument leur projet, quoi. Et c'est pas. Je veux dire que c'est pas rien. Parce que c'est important qu'il y ait des gens comme ça. Quel que soit le résultat esthétique, finalement, c'est peut-être ça le plus important. Avec quel musicien connu aurais-tu envie de jouer, si tu en avais la possibilité, un nom comme ça? Ben, j'aimerais bien... ça dépend, il y a deux choses. Travailler ou jouer avec, quoi. Et j'ai plus souvent envie de travailler avec des gens que forcément faire un concert. Parce que j'ai l'impression que j'apprendrai plus. Mais j'aimerais bien travailler avec Liebman, par exemple. Dave Liebman. Avec Nana Vasconcelos. Hein, ça, c'est des gens que j'ai contactés ou avec qui j'avais envie de faire des choses. Ça se fera ou ça se fera pas, mais c'est j'aime beaucoup Guy Frizel aussi. Quelqu'un comme Paul Mossian ou des gens comme ça. Autrement, Steve Lacy, par exemple, j'aime bien travailler avec lui, mais jouer avec lui, c'est pas évident. Moi, j'ai déjà fait des concerts avec lui. Ça m'intéresse pas trop. Travailler avec lui, ouais. Mais jouer avec lui, sa musique se suffit à elle-même. Moi, j'ai rien à y rajouter. C'est pas la même sensibilité.
pas, il y en a peut-être d'autres, mais je ne les ai pas en tête. J'aimerais bien travailler avec des compositeurs plutôt aussi. Travailler sur leur direction au moins une fois. Je sais pas, travailler avec un mec comme Kegel ou comme. Ça me plairait bien. Pas pour composer avec lui, mais pour travailler sur la direction d'un type comme ça, pour voir comment il fonctionne, pour voir comment il pense les choses. Ça, on apprend beaucoup à travailler avec des gens comme ça. Mais en tant qu'instrumentiste, en tant que musicien de jazz, c'est un peu ces gens-là, quoi. Hein. Les gens qui sont un peu dans cette histoire. Et qu'est-ce que tu te connais comme défaut que tu aurais envie d'améliorer dans ton jeu? C'est-à-dire des défauts, à partir du moment où on travaille, c'est qu'on n'a que des défauts, quoi. C'est-à-dire que, non, c'est vrai, c'est-à-dire que tu essaies d'avoir plus de rigueur au niveau métronomique, d'avoir plus de justesse, d'avoir plus de vélocité, d'avoir... parce que il te manque toujours quelque chose par rapport à ça. Mais ton point faible, quoi, ce que toi tu considères comme ton problème, quoi. Tout ça, c'est des points faibles que j'essaye de solidifier, si tu veux. Avoir un truc qui m'obsède en me disant putain, ça je sais pas ce que ça serait. Non, c'est un ensemble de choses plutôt, tu vois, que je voudrais améliorer. Ce que j'avais, c'est que je voulais par exemple, je voulais arriver à quelque chose sur le soprano. Alors j'ai arrêté tous les autres sax et je travaillais que le soprano. J'essayais d'arriver à jouer juste, le plus souvent possible, d'avoir un son qui m'intéresse sur le soprano, d'avoir un phrasé qui m'intéresse. Ouais, mais c'est plutôt comme ça que je fonctionne, quoi. Donc, un point faible, j'en ai certainement, mais je travaille tous ces paramètres, quoi, de façon à améliorer tous ces paramètres quand je peux. Où j'aurais un point faible, c'est par exemple sur l'harmonie. Hein, c'est-à-dire que d'avoir travaillé vraiment une harmonie sophistiquée et complexe, bon, il faudrait que je travaille ça plus maintenant. Comme la musique que je fais ne passe pas par là, j'en sens pas le besoin pour l'instant. J'ai senti quand j'étais avec Texier, tout ça, j'ai travaillé ça. Mais c'est pas un point faible pour moi, puisque la musique que je fais pour l'instant, elle sent... Quand j'en ai besoin, si tu veux, je travaille la question. Si j'ai un morceau qui passe par là, je le travaille. Mais c'est en fonction de la musique, quoi. C'est pas... Mais je crois que je te dis, je sens des faiblesses dans tous les domaines. J'essaie de... Un gros point faible ou un gros truc. Sur l'instrument, sur la clarinette, je pense pas en avoir. Sur la clarinette. Ça fait suffisamment longtemps que je la travaille pour... bon, je peux progresser, ça c'est sûr. Mais vraiment un truc fondamentalement que j'aurais pas, sur la clarinette, je pense pas. C'est pas prétentieux, hein, mais c'est non. Non, pas du tout. J'ai une question plus technique à propos des becs. J'ai entendu une émission sur M6 ou une interview que tu jouais plus fermé. Ouais. Avec le portable, tu avais peut-être en discutant avec lui, tu avais déterminé un jeu plus fermé, Plus souple, oui. et Ouais. C'est à l'époque, je jouais des becs, mais je joue toujours des becs assez ouverts. Et ça, finalement, les musiciens classiques viennent beaucoup aux becs très ouverts maintenant. Mais avec des hanches faibles, plus faibles. Parce qu'avant, je jouais vraiment en force. Et pour la clarinette, c'est vrai que c'est un instrument, si tu pousses trop loin, il explose et il perd tout son timbre, tout son son, toutes ses possibilités de nuances, d'interprétation qu'il perd, toute souplesse. Ça devient très dur. Donc j'ai travaillé plus faible de façon à ce que l'instrument, au lieu de le faire exploser, à l'arrondir comme ça. Parce qu'au lieu de projeter en avant, le projeter en volume comme ça. Hein, surtout sur la clarinette, quoi. Mais sur le soprano aussi, maintenant je travaille beaucoup plus faible, ce qui me donne une expressivité plus grande. Et est-ce que tu vis aussi bien le rapport avec la rythmique, le rapport physique? Ah oui, oui.
C'est pour ça qu'on est puissant, on passe mieux devant. Ouais, non, mais c'est-à-dire que le fait de jouer plus faible, de travailler plus en souplesse, tu perds pas en puissance en fait. Parce que tu apprends à gagner de la puissance autrement, d'une façon plus en volume uniquement en direction. Hein, c'est-à-dire que tu te refais une technique, tu te fais une technique un peu différente. Tu te permets plus de possibilités, mais tu ne joues pas moins fort en fait. Et puis ton son devient plus riche, donc un son plus riche passe mieux. Hein. Et c'est un des grands travaux de Steve Lacy d'ailleurs. Hein. Lui, il travaille les harmoniques sur toutes les notes de la gamme. Hein. Il commence si bémol bouché, après si, et il sort 4 harmoniques sur chaque note. Et il me dit comme ça, à chaque fois que je fais une note, toutes ces harmoniques-là, on les entend. C'est vrai qu'il a un son exceptionnel. Et il travaille ça tous les jours, c'est la base de son boulot. Il ne faut pas avoir de voisin à côté, quoi, parce que c'est l'horreur. Et c'est très dur, hein, c'est un truc à lui. J'ai essayé un peu, moi c'est pas mon truc. Mais j'ai compris ce qu'il disait, et j'ai essayé de trouver une technique à moi qui me permette d'arriver au même résultat. Jimmy Giuffre, lui, c'était une note par semaine. Pendant une semaine, il faisait une note. À une période, hein. On ne fait plus maintenant, mais il y a une période, ça a été ça. Pendant une semaine, il travaillait une seule note. C'est Steve Salo qui me disait ça. Pendant toute une semaine, il faisait qu'une note. C'est vrai qu'il a un son, je veux dire que c'est pas... effectivement, ça se vérifie, c'est un travail important, parce qu'après, il a un son étonnant. Et c'est sur ce son-là qu'il construit sa musique. Steve Lacy, c'est sur ce son du coup qu'il construit sa musique. Je crois que pour un instrumentiste, de toute façon, à partir du moment où on a le son, on peut donner de la personnalité, de l'originalité. Je crois que c'est vraiment le son qui est la base vraiment de tout, quoi, sur l'instrument. Le son. Donc c'est vrai que ça, c'est des... et on recherche toujours ça, quoi. Toujours ça. Et je crois qu'il faut se trouver des techniques à soi, un peu austères, un peu radicales, pour le son. Seulement, bon, des fois, des gens vous disent, moi je fais comme ça, et vous faites comme ça ne vous convient pas. Et vous pouvez perdre beaucoup de temps en essayant de faire pareil. Hein, quand Liebman il donne des conseils aussi pour le son, des choses comme ça, moi je trouve que c'est bien, mais c'est pas une parole d'évangile. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que lui s'est fait ça. Bon, maintenant, c'est à chacun d'essayer d'en prendre quelque chose, mais d'adapter la technique à sa morphologie, à sa... Hein. Mais ça, ça se fait pas d'un coup, quoi. Il faut du temps. Il ne s'agit pas, dès qu'on prend l'instrument, de se mettre là-dedans, parce que ça devient... on se fait chier, quoi. Faut pas déconner non plus, passer des heures à faire ça. Ça va quand tu as vraiment compris que c'était nécessaire, et puis tu as... mais dès le départ, c'est comme les gamins qui apprennent la musique, ça leur fait faire du solfège pendant 2 ans avant de faire l'instrument, il faut que l'instrument il va faire une note pendant toute la semaine. Donc, le gamin, il arrête, quoi. Hein, donc, ça se fait au bout d'un moment, d'une certaine évolution. Il ne faut pas... Ouais, vous voulez savoir d'autres choses pendant ou... Ouais, le petit morceau que vous amusez. Je n'ai pas vraiment fait le morceau, mais ce que on peut jouer, c'est... Vous pouvez poser des questions à Yves Robert aussi. Oui, sur la clarinette.
Je sais pas où, ils sont pas en train de suivre. Vous voulez quelque chose ensemble? On va toujours du gate là? Ça se joue avec la clarinette basse. On peut faire pareil? Ouais. Je peux pas brancher mes pédales là. On fait juste le début. C'est pas la deuxième partie. Non, je sais pas, j'ai rien de branché.